inspirantes. Nous avons créé ce parcours destiné à la jeunesse française. Non pas pour dire que les femmes peuvent réussir, non pas pour dire que les femmes ont réussi en tant que femmes, mais pour faire savoir à notre jeunesse qu'elle peut tout accomplir. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement parce que malheureusement j'ai un gros défaut, c'est que j'ai fait beaucoup d'études. Et pour moi, être professeur, ça signifie être étudiant toute sa vie en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de rupture entre le moment où on fait des études et le moment où on devient professeur. Si, il y a un moment où on est payé pour être dans la salle au lieu d'y être sans payer ou en payant si vous voulez. Mais sinon, c'est la seule différence. Alors voilà, j'ai fait un baccalauréat en 93, donc c'était pas hier. J'ai fait une prépa HEC, comme on dit, et puis j'ai intégré l'ESCP, qui est une école de commerce, qui s'appelle l'ESCP-EAP maintenant. Et tout de suite, j'ai eu besoin de faire autre chose en même temps que l'école de commerce, puisque la prépa m'avait donné très soif de savoir, donc je me suis inscrit en philosophie avec une équivalence en ce qu'on appelait la licence autrefois, donc en troisième année. Et donc j'ai fait en même temps licence, maîtrise, DEA, ce qui est aujourd'hui le Master 2, Master 2 professionnel, Master 2, pas professionnel justement, mais Master 2 recherche. Donc le DEA qui n'était pas le DESS. Et en même temps, j'ai fait un petit peu de droit à l'université de Nanterre. Je crois qu'à une époque, je devais avoir 4 ou 5 cartes d'étudiants différentes. J'étais à l'EHESS, j'étais à Paris 10. À l'EHESS, je faisais un peu d'archéologie. Puis plus tard, j'ai été à l'école du Louvre, donc j'ai fait de l'histoire de l'art un petit peu. Quand je suis sorti de l'ESCP, donc avec le DEA de philosophie, je voulais pas travailler, donc j'ai présenté à la fois Sciences Po et l'école normale supérieure de Cachan. J'ai été reçu aux deux. Je suis allé à l'école normale de Cachan en troisième année parce qu'ils me payaient. Mon père en avait assez de payer pour mes études, donc ce que je trouvais absolument normal. Il m'avait financé jusque-là. Donc à partir de ce moment-là, je suis devenu fonctionnaire stagiaire à Normal Sup et j'ai laissé tomber Sciences Po. À Normal, l'année où je suis rentré à Normal, en troisième année, donc pour rentrer en troisième année, j'ai passé l'agrégation d'économie. Après l'agrégation, j'ai fait avant mon année sabbatique, donc l'agrégation, j'ai fait un deuxième Master 2 en recherche, qui était un Master 2 en économie, à l'université de Nanterre. Et en même temps, je commençais à enseigner, donc c'était drôle parce que j'avais des étudiants qui avaient à peu près mon âge, qui étaient même un peu plus vieux en fait pour certains, puisque j'avais 24 ans en réalité. Ça fait une bonne vingtaine d'années que j'enseigne. Et après, j'ai fait une année sabbatique comme consultant dans une boîte de conseil en stratégie. Ça ne m'a pas plu du tout. Et donc, je suis retourné à l'université faire une thèse de doctorat pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, je suis devenu docteur en sciences de gestion. J'ai été recruté à Dauphine en tant que maître de conférence, c'est-à-dire professeur associé, si vous voulez. Et puis, quelques années après, j'ai passé la deuxième agrégation, qui est moins connue, qui est l'agrégation pour devenir professeur d'université. Je l'appelle l'agrégation des universités, et qui fait de moi un professeur depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'étais professeur à l'université Paris 8 Saint-Denis, donc avant j'étais à Dauphine, Paris 8 Saint-Denis, et puis maintenant l'université de Bordeaux, depuis 5 ans environ. Donc assez vite, j'ai commencé à enseigner. Quand on fait une thèse de doctorat, on essaye d'enseigner en même temps. Donc j'étais attaché d'enseignement à l'université de Nanterre. Donc j'avais beaucoup de cours. Je crois que j'ai compté une année, j'ai fait 800 heures de cours dans l'année, ce qui est beaucoup, on ne se rend pas compte. Parce que je faisais aussi des cours dans beaucoup d'écoles de commerce pour gagner ma vie en fait, pour payer mon loyer tout simplement. Donc je faisais des cours partout où on me prenait pour faire des cours. Et puis j'avais 2 choses dans ma vie, j'avais la recherche et les cours. Et donc ça vous forme aussi à ce métier que j'aime toujours, même si je fais beaucoup moins de cours maintenant, mais ce métier de l'enseignement et de la recherche, à la fois vous produisez du savoir et vous le transmettez. Voilà, donc j'ai fait beaucoup d'enseignements. Alors en même temps, à la fin de ma thèse, je me suis engagé un petit peu en politique et j'ai été en cabinet ministériel, plume de ministres et de premiers ministres. J'écrivais leurs discours, si vous voulez. Donc j'ai eu une expérience dans la politique. Dans les rouages du gouvernement, si vous voulez. Donc c'était très intéressant. C'est un monde que je connaissais pas, et puis qui a duré un certain temps, mais qui m'a pas emballé plus que ça. C'est un monde très spécial dans lequel il ne faut pas passer trop de temps la politique.
Il y a 3 ans, j'ai créé l'Institut Sapiens, qui est un think tank. C'est une association à but non lucratif. On a aujourd'hui 3 salariés. Donc on a quand même un budget suffisant pour employer ces salariés. On est encore une fois à but non lucratif. Qu'est-ce que c'est qu'un think tank? Un think tank, c'est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire un endroit où on va faire travailler des experts qui sont des experts académiques, universitaires, mais aussi des élus, des responsables du privé, responsables du public. On fait travailler ces gens-là, on crée du savoir, mais aussi on traduit du savoir, c'est-à-dire que du savoir d'experts va être traduit pour qu'il soit communicable à travers les médias, communicable à des décideurs et puis aux simples citoyens qui s'intéressent à la politique. Et on a un think tank qui, depuis le début, est parti de cette idée que la technologie est en train de changer le monde très profondément, pour le mieux, mais parfois aussi pour le pire, pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire. Et donc nous devons prendre conscience des mutations qui sont opérées par les technologies et essayer d'y apporter des réponses. Voilà. Donc Sapiens, c'est l'idée que nous sommes tous appartenant à l'espèce des Homo sapiens, que c'est notre combat commun à nous, en particulier évidemment face à l'intelligence artificielle, face aux robots, face à une nouvelle technologie qui parfois nous prolonge, mais aussi nous remplace. Et donc on développe tout un ensemble de recherches sur intelligence artificielle et éthique, l'avenir du travail, l'avenir du système de santé, de quelle façon on va pouvoir moderniser évidemment notre économie pour qu'elle soit moins carbonée et pour participer à réussir la transition écologique. Voilà, tout un ensemble de réflexions qui a pour but tout simplement d'être mis dans le domaine public et d'alimenter le débat public. Donc pour moi, c'est une sorte de prolongement de mon activité d'enseignant-chercheur, puisque en tant qu'enseignant-chercheur, je m'efforce d'aider des étudiants à acquérir du savoir, mais aussi à devenir des acteurs responsables de la cité, des gens qui vont être capables d'avoir un emploi, certainement, mais aussi qui vont avoir un emploi, mais avec le sens qui va avec. Et je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'une entreprise, c'est aussi une place dans la société, c'est un rôle à jouer dans la société, et c'est profondément cette idée-là que j'essaie de porter à travers l'Institut Sapiens, c'est-à-dire que nous aidons les gens à être des acteurs complets, des citoyens raisonnables, des citoyens éveillés, des consommateurs aussi qui soient capables de faire les bons choix, et puis naturellement des travailleurs qui continuent à être employables. Donc c'est assez passionnant, exaltant, parce que c'est l'entretien d'un très grand réseau d'experts, c'est la mise en relation en permanence de gens entre eux pour créer du savoir, c'est la diffusion de savoir, donc c'est diffusion non pas seulement auprès d'étudiants, mais c'est tous les publics, et on est dans tous les médias, on utilise tous les supports pour arriver, y compris les réseaux sociaux, jusqu'au tweet en 280 caractères, pour essayer d'avoir le plus d'impact possible pour la prise de conscience de tous ces enjeux. Donc c'est assez exaltant. Comme professeur, j'ai évidemment mes cours à assurer, mais les cours dans l'enseignement supérieur, c'est une toute petite partie de l'activité. Le reste du temps, c'est un métier absolument dingue. Vous êtes payé pour lire, écrire, réfléchir, prendre la parole devant des gens, vous intéresser à ce que pensent les gens. C'est parfois très exigeant parce qu'il faut essayer de vous efforcer de vous remettre en cause aussi intellectuellement, je crois, tous les jours. C'est-à-dire ça fait partie de cette éthique culturelle, de cette honnêteté intellectuelle qu'on veut avoir. Essayer de se remettre en cause, d'être en permanence, se laisser retourner par un livre, se laisser prendre par de nouvelles idées, ne jamais rentrer dans des certitudes et s'y confier. Je crois que c'est un des grands risques qu'on peut avoir. Et donc mes journées, c'est rencontrer beaucoup de gens, c'est lire autant que possible, c'est essayer d'imaginer en permanence de nouveaux partenariats, y compris intellectuels, des façons aussi dont on va pouvoir diffuser. On est en train de créer une émission qui s'appelle Sapiens Sapiens, où c'est un dialogue avec un intellectuel par exemple. On crée des cycles de conférences, ça s'appelle les rencontres de la France qui gagne, où on montre combien les entreprises françaises, les initiatives françaises sont extraordinaires, combien on a des ressources formidables et qu'on faut essayer de temps en temps de regarder aussi le verre à moitié plein. Donc c'est des journées où je suis invité à être complètement créatif. Évidemment, j'ai un peu de rôle de management puisqu'on a des salariés, des collaborateurs chez Sapiens. Donc voilà, on essaye de faire travailler tous ces gens-là, d'organiser la gestion de ce réseau. Donc il n'y a absolument aucune règle. Voilà. Je fais très souvent des conférences en entreprise, pour les associations, voilà, pour tous les gens qui me demandent, des prises de parole. J'ai des prises de parole dans les médias aussi. Pour moi, ça fait partie de mon travail aussi de diffusion, où on essaye d'apporter un petit peu peut-être de la capacité de nuance que les médias n'ont pas toujours. J'écris beaucoup, des chroniques, des livres, j'en ai publié un en septembre, donc j'ai
j'ai dû publier une dizaine, une quinzaine de livres. Ça fait partie du travail d'enseignant-chercheur. À l'échelle de l'histoire, il y a des progrès qui sont réels. Donc déjà, on peut se satisfaire. Alors est-ce que ça suffit? Évidemment pas. Parce qu'aujourd'hui, on voit encore les différences. Ça ne veut pas dire, je crois, qu'à terme, il faut viser qu'il y ait 50% de sexe forcément, une répartition parfaite dans tous les emplois. Je crois qu'il y a aussi des sensibilités qui peuvent être différentes. Mais j'ai l'impression aujourd'hui, alors qu'évidemment, il y a, vous avez cité toutes les règles, enfin des quotas ou des lois qui ont pu être faites et qui ont produit, d'ailleurs on aurait pu parler de la politique aussi, des quotas qui ont produit des effets. Donc ça, c'est une première chose. Et j'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est provocateur, mais de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, les femmes sont leurs premières ennemies. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un des problèmes, c'est anti-sélection, si vous voulez. C'est-à-dire le fait pour se dire, un petit peu comme pour les problèmes liés aux grandes écoles, pour les personnes issues d'origine modeste, c'est se dire, je suis le premier à me dire, oh, c'est pas pour moi, donc j'y vais pas, et ben donc vous y êtes pas, et donc c'est très difficile d'arriver à rattraper après. Donc comment arriver à favoriser chez les femmes l'idée qu'elles peuvent le faire? Il se trouve que moi j'ai une fille qui a bientôt 9 ans et c'est peut-être la façon dont j'ai été peut-être le mieux sensibilisé à la difficulté que ça pouvait être d'être une femme aujourd'hui. Quand elle m'a dit « mais c'est pas possible pour une fille d'être chef d'orchestre ». Pourquoi? Parce qu'elle avait vu que les chefs d'orchestre, c'est toujours été des garçons. Et en fait, et alors je me suis dit ce jour-là, ah oui mais c'est vrai, quand vous êtes un garçon, bon bah vous y pensez pas parce que tous les exemples que vous voyez sur les métiers, il y a toujours des garçons quasiment, donc vous dites bon bah c'est normal. Et quand vous êtes une fille, bah vous avez cette réflexion, vous dites bah, si je vois que des garçons, bah c'est que c'est pas pour moi. Et il y a plein de métiers où c'est encore le cas. Et c'est là que vous vous dites, il y a quand même un travail à faire sur les exemples qu'on donne. Et je crois que cette prise de conscience elle est assez récente. Sur l'idée qu'il faut donner des exemples féminins pour les métiers, parce que c'est un truc tout bête, mais si vous ne montrez pas ça aux petites filles, à aucun moment elles vont se dire mais moi aussi je peux faire ce métier. Alors je me dis, si même moi qui n'ai jamais eu l'impression de faire une différence entre garçons et filles dans l'éducation, il y a des formes de stéréotypes qui se glissent, c'est qu'il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention parce que probablement, je ne sais pas si quand on est une femme on s'en rend plus compte et donc quand on est mère on fait peut-être plus attention à les contrebalancer, c'est peut-être pas sûr parce que ces stéréotypes ils sont tellement rentrés dans la façon de voir, dans les exemples qu'on nous donne que c'est très très difficile. Donc il y a un combat à lutter, à mener de toute évidence pour arriver à faire ce travail et je crois vraiment que tout se joue avant, pas peut-être probablement avant 6 ans, mais tout se joue dans l'enfance évidemment, dans les modèles que vous donnez, dans la façon dont vous allez expliquer aux gens voilà, ce qu'ils peuvent faire. Ils ont une vie professionnelle et puis même personnelle énorme devant eux. Ils vont tous être centenaires, peut-être même voir le 22e siècle, et ça c'est vraiment extra. Il faut qu'ils prennent le temps de trouver ce qui les fait vraiment vibrer, de trouver ce qui les plaît, ce qui leur plaît. Et donc moi je leur dis, mais il y a un devoir d'errance dans les études, par exemple. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai un peu erré, j'ai fait un peu de tout. Allez voir des trucs, rentrer dans les amphis, allez écouter des cours sur un tout autre sujet. Laissez-vous emporté par une autre discipline, laissez-vous intéresser par un autre métier, n'y allez jamais par utilitarisme ou parce que il faut bien gagner sa vie. Et donc n'acceptez pas la plus grande lâcheté, c'est de rester dans un job ou dans une activité ou une discipline parce que vous y êtes et il y a une sorte d'effet d'engagement. Vous ne laissez pas porter par cet effet d'engagement. Donc, ne croyez pas que vous allez facilement trouver votre voie. C'est pas facile. Probablement, vous allez finir par faire quelque chose que vous n'imaginez même pas quand je vous le dis. Un métier qui n'existe pas encore, une activité dans un pays dont vous n'auriez pas idée, avec des gens dont vous ne saviez même pas qu'ils existaient. Et donc, laissez-vous porter par cette errance qui va vous permettre d'accéder, vous savez, à ce que les Anglais appellent la sérendipité, enfin serendipity. En anglais, sérendipité, c'est pas un mot qui est très connu. En anglais, c'est plus connu, serendipity. La sérendipité, c'est la découverte au hasard. C'est la découverte au hasard que vous faites parce que votre esprit est préparé, parce que votre esprit est ouvert, justement. Et je crois vraiment que ce qu'il faut pour les jeunes aujourd'hui, mais pour moi que ce soit fille ou garçon, il n'y a pas de différence, c'est que vous devez être ouvert
à ces opportunités qui se présentent et qui vont faire, la plupart du temps, les grands choix de votre vie et les choses déterminantes de votre vie, elles vont se faire justement parce que vous aurez été attentif à ces opportunités, à ces gens que vous allez rencontrer. C'est souvent des gens, des situations, des endroits où vous allez être. Voilà. Alors peut-être que le conseil supplémentaire qu'on peut donner à une fille, à une jeune fille, c'est de dire ayez confiance en vous, évidemment. Ne vous laissez pas intimider par le fait que vous avez l'impression que les garçons, parfois, sont plus sur d'eux, donc meilleurs, si vous voulez. Faites attention, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment ça dans leur gène, d'être sur d'eux, mais parfois ils ne devraient pas l'être, ils devraient peut-être plus douter d'eux, si vous voulez. Et vous, doutez moins de vous, parce que vous avez beaucoup moins de raisons de douter de vous en général. Voilà, ça c'est sûr qu'il y a un conseil à donner, c'est ça. On voit le monde à travers, et on le verra comme les humains qui nous ont montré le monde. Et donc, de la même façon, si vous avez des femmes qui vous montrent justement des exemples de réussite, des exemples de vie, et d'ailleurs on ne demande pas assez aux jeunes, je trouve que de temps en temps, vous savez, il y a une sorte d'atelier métier, où il y a des gens qui viennent parler de leur métier, mais je trouve qu'on devrait beaucoup plus parler des trajectoires de vie. Parce que souvent on connaît celle de ses parents, et encore, ils ne nous en parlent pas nécessairement, et puis on ne connaît pas d'autres exemples. Alors que c'est passionnant, il y a tellement de vies, de trajectoires, il y a tellement d'erreurs qu'on pourrait peut-être éviter si on nous le racontait. Donc je crois que ça fait partie de cette transmission qui a peut-être pas assez lieu. Alors peut-être que l'école, c'est sûr, doit être un sanctuaire préservé de beaucoup de choses du monde extérieur, mais il y a peut-être ça aussi du monde extérieur que de temps en temps on devrait y faire rentrer. C'est cette conscience justement des parcours, parfois de leurs difficultés, et évidemment des réussites. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Ah bah, y en a plein. Moi j'ai une vénération pour Marguerite Yourcenar depuis que j'ai lu les mémoires d'Adrien. Vraiment un livre absolument fabuleux. On pourrait évidemment naturellement parler de Simone Veil ou de grandes intellectuelles comme Hannah Arendt. Je pourrais citer aussi, ce qui sera peut-être moins courant, c'est Ayn Rand. C'était une personnalité extraordinaire qui a fui le communisme voilà, au péril de sa vie, et puis voilà, qui a été une dramaturge, une romancière qui a pu montrer que les femmes pouvaient avoir tellement plus de caractère que les hommes dans certains cas. Ils pouvaient d'ailleurs arriver à se faire très très bien haïr d'ailleurs aussi, comme les hommes. Donc il y a énormément d'exemples. Moi en fait dans ma famille, je ne sais pas si c'est intéressant de parler de ce cas-là, mais voilà, j'ai une arrière-grand-mère qui avait monté son entreprise, et à la fin du 19e siècle, je peux vous dire que c'était quand même pas extra. C'est une force de la nature, elle était très très grande, j'ai encore une photo quelque part, et c'est elle qui a développé, c'était un commerce en gros de fruits et légumes, elle a monté une magnifique entreprise extrêmement prospère. Et donc pour nous, c'est un exemple familial tout à fait naturel. Voilà, c'était une chef d'entreprise il y a 130 ans. Et puis ma grand-mère était une femme extrêmement indépendante, très forte, qui a piloté énormément d'associations, qui a créé beaucoup de choses. Donc moi j'ai toujours eu sous les yeux et comme exemple des femmes qui créaient, qui faisaient, qui avaient besoin de personne, qui avaient besoin d'autorisation de personne pour faire des choses. Donc, et puis je pourrais parler aussi je ne sais pas si j'ai le droit de parler de choses très personnelles comme ça, mais ma mère a élevé 6 enfants. Pour moi, c'est pas une marque de soumission de sa part. Elle a abandonné ses études, le doctorat qu'elle avait commencé quand elle a commencé à avoir ses enfants. C'est un choix de sa part, et c'est une vie formidable qu'elle a eue parce qu'elle l'a vraiment totalement choisi. Voilà, je dis pas que tout le monde doit être femme au foyer, mais ma mère a été femme au foyer, elle en est extrêmement heureuse, et pour moi c'est une figure très très positive de ce que peut être la féminité ou de la vie qu'on peut avoir choisie. On peut faire une carrière extraordinaire, on peut s'occuper de sa famille, on peut se dédier à ses enfants, et pour moi elle me montre aussi comment je dois être père. Aujourd'hui avec mes enfants, elle m'a montré en étant mère comment je dois être père. Donc pour moi tout ça c'est la même façon, sont des mêmes leçons de vie en fait qui sont données.